Mesdames et bienvenue à ce web organisé nombre de commerce britannique sur le Maroc en tant que destination, soit la sous-traitance industrielle. En effet, le Maroc semble s'affirmer comme le pays le plus compétitif en Afrique en ce qui concerne le développement industriel. Depuis bientôt 2 décennies, le Royaume fait l'industrialisation l'un des axes prioritaires de la politique de développement national. D'importants progrès ont été réalisés en termes de diversification, de création de valeur, de compétitivité, le positionnant aussi comme un hub industriel au niveau régional et international. Autant de chantiers, mais également d'opportunités pour arriver à une feuille de route industrielle mieux aboutie et par conséquent une stratégie industrielle compétitive et inclusive. Le Maroc est donc n'appelle plus que jamais à poursuivre le chemin vers une nouvelle ère pour une industrie plus résiliente, capable de faire face aux nouveaux enjeux mondiaux et de créer davantage d'emplois et de valeur. Pour mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle stratégie industrielle, nous avons avec nous un panel d'experts pour répondre à nos interrogations. Madame Aïda Fati, directrice des industries automobiles au ministère de l'Industrie et du Commerce, qui mettra en lumière la politique industrielle visant à renforcer la compétitivité du secteur automobile national. Je remercie également Madame Myriam Kabaj, chef du département aéronautique et électronique au sein de l'AMDI, avec qui nous aurons l'occasion de discuter sur le rôle de la charte d'investissement ainsi que les enjeux du secteur aéronautique. Mes remerciements vont également à Madame Maria El Filali, directrice générale du GIMAS, groupement dont la nouvelle orientation stratégique repose sur la décarbonisation, digitalisation, l'industrie 4.0 et la conquête de nouveaux marchés. Et pour finir, un grand remercie à M. Wassim Benzarti, General Manager chez Westfield et avocat au barreau de Paris, qui se penchera sur le juridique, notamment les droits de propriété industrielle. Je remercie également nos partenaires OCP Group, Spirit AeroSystems, Kutubia, Aqua, Bank of Africa, Cosumar, Atlanta Sanad, ANP, SMIA, BH Bank et les eaux minérales d'Ulm. Bon webinaire à toutes et à tous. Pensé qu'elle est la plateforme de
l'industrie et du commerce. Bonsoir. On a également Madame Myriam Kamad, chef du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Eh bien, quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont prises en faveur de l'industrie aéronautique et quel est l'état des lieux aujourd'hui de la sous-traitance aéronautique dans le secteur ici au Maroc. Et puis nous donnons la parole à M. Wassim Benzarti, avocat au barreau de Paris et managing partner chez Westfield Marocco, pour passer en revue justement l'état des lieux, les processus réglementaires et de la propriété industrielle au Maroc. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, messieurs, mesdames, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous arrivez à me voir? On a un petit problème de connexion. Je vais surtout poser la question à Mme Aïda Fetahi. Oui, j'ai un pouce en l'air. Donc c'est parfait. Madame Aïda Fetahi, moi c'est une première question que je voulais vous poser et qui me taraude l'esprit pour poser un peu le cadre global effectivement de cette thématique. C'est quels sont d'abord les efforts qui ont été déployés, qui sont déployés aujourd'hui par le gouvernement pour promouvoir le développement de l'industrie de la sous-traitance au Maroc. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Bien. Très bien. J'arrive pas à entendre Monsieur Landry. Alors, en réponse à votre question, il y a une panoplie, bien sûr, de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour soutenir et promouvoir le développement de l'industrie au Maroc. Donc, ces efforts ne datent pas d'aujourd'hui. Prenons par exemple sur les 2 dernières décennies, sur les 20 dernières années, plusieurs stratégies industrielles ont été déployées, mises en œuvre par le gouvernement. Nous avons commencé en 2005 par le plan Émergence qui a posé les bases du Maroc industriel moderne, pour enchaîner par le Pacte national pour l'émergence industrielle qui couvrait la période 2009-2014 et qui a permis de développer des secteurs champions au Maroc. Vous avez parlé dans l'introduction de l'automobile et l'aéronautique, donc ces fameux métiers mondiaux du Maroc qui ont été développés lors de cette période. Pour enchaîner sur le plan d'accélération industrielle 2014-2020 qui a permis de structurer l'industrie en écosystème efficace avec une offre à la carte, une offre d'accompagnement du gouvernement pour chaque secteur et dans chaque secteur plusieurs filières. Nous avons mis en place dans le cadre du PAI de plus de 50 écosystèmes couvrant 14 secteurs industriels. Et puis, donc, comme le monde entier, donc avec la crise Covid, il y a eu une récession. Le Maroc a quand même s'en est bien sorti pendant cette crise et a démontré sa résilience. Et dans le cadre de l'industrie, donc a été mis en place le plan de relance industrielle qui a couvert la période 2021-2023 et qui avait pour but principal déjà d'écourter les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, puisque nous avons connu de nouveaux paradigmes qui ont été au fait mis en place grâce ou à cause de la crise. Et nous avons mis en place une banque de projets, donc plus de 1700 projets sur différentes régions du Maroc qui ont permis dans un premier temps de substituer nos importations et dans un deuxième temps d'investir et
d'investir donc via le capital marocain et via le capital étranger dans des projets stratégiques, des projets de souveraineté. Et donc, disons, toutes ces stratégies industrielles ont permis de proposer aux entreprises une vision long terme très importante, une vision long terme et des orientations royales, bien sûr, et ont permis de poursuivre les efforts d'investissement dans la construction de l'offre de valeur du Maroc, dans sa mise, disons, dans son amélioration et à chaque fois apporter une réponse renouvelée par rapport aux contraintes qui font face à chaque investissement. Donc, si on veut retenir deux chiffres importants qui démontrent l'importance du développement du secteur industriel et donc la promotion de cette activité industrielle au Maroc, trois chiffres. 30% des IDE sur les 5 dernières années sont des projets industriels. Vous avez parlé tout à l'heure de la charte d'investissement, la nouvelle charte de l'investissement, qui est aussi un outil très efficace, important pour promouvoir le développement de l'industrie au Maroc. Alors, sur l'année 2023, la Commission nationale des investissements a validé un nombre important de projets, parmi lesquels 75% en termes de montant d'investissement sont dédiés à des investissements industriels. Dernier chiffre, 87% des exportations du Maroc, d'exportation de biens, sont des biens manufacturés. Donc, s'il faut garder trois chiffres pour démontrer un peu l'effort du gouvernement et puis le résultat effectif de cet accompagnement de l'industrie au Maroc. Bien sûr, sur un plan stratégique, sur un plan plus opérationnel et en collaboration avec le secteur privé, c'est important parce que toutes nos stratégies industrielles ont été pensées, définies et mises en place, déployées avec nos industriels. Donc, il y a le développement des infrastructures, des zones industrielles, une offre de formation adaptée, un accompagnement financier, des outils de financement adéquats. Et donc, tout ceci dans un cadre, disons, très facilitateur, puisque le gouvernement a beaucoup travaillé sur l'amélioration du climat des affaires et bien sûr la stabilité politique et économique au Maroc sont des prérequis importants pour le développement de l'industrie au Maroc. On ne vous entend pas, Monsieur Landry. Votre micro. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Non? Non plus? Là, je vous entends. Oui. D'accord. Alors, je disais en fait, je rebondissais par rapport aux exportations. Vous nous disiez, vous parlez des exportations, et c'est vrai qu'il y a des signaux verts qui montrent qu'on pourrait peut-être atteindre les 500 milliards de dirhams d'exportation cette année en 2024. En tout cas, on croise les doigts. Et vous parlez, Madame Aïda Fatei, des infrastructures. C'est vrai que pour la sous-traitance, c'est important d'avoir des infrastructures. Il y a eu beaucoup de développement ces dernières années au Maroc. Comment le gouvernement aujourd'hui facilite-t-il l'accès aux infrastructures pour soutenir justement ces activités, notamment en ce qui concerne les zones industrielles ou les parcs technologiques? Alors, le développement des infrastructures concerne bien évidemment dans le cadre de l'industrie les zones industrielles et les zones d'accélération industrielle.
qui ont été développés sur l'ensemble du royaume et sur les régions qui n'ont pas encore de zone d'accélération industrielle. Donc, c'est inclus dans disons, notre plan d'action pour mettre en place de nouvelles zones d'accélération industrielle sur toutes les régions du Maroc. Alors, ces zones d'accélération industrielle ont un business model assez particulier. Ils proposent bien sûr des services de guichet unique. Ils sont bien ancrés disons dans l'environnement économique, que ce soit par rapport aux instituts de formation qui ont été d'ailleurs développés pour plusieurs secteurs, dans l'aéronautique et l'automobile que nous allons traiter aujourd'hui, des instituts de formation financés par l'État et donnés en gestion au secteur privé, aux associations professionnelles. Il y a aussi donc tous les services de dernière génération. Donc une entreprise, donc c'est le fameux concept de plug and play, avec une grande flexibilité par rapport à l'offre pour les industriels, que ce soit des terrains à la vente ou des bâtiments à la location. Mais il n'y a pas que les zones industrielles en termes d'infrastructures. Bien sûr, comme vous le savez, le Maroc a massivement investi dans ces infrastructures, que ce soit portuaire, aéroportuaire, que ce soit le TGV, pour connecter les différentes régions du Maroc et bien sûr connecter le Maroc à ses principaux marchés, que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou d'autres marchés. Les parcs technologiques aussi font partie des infrastructures mises en place. Il y a d'ailleurs, quand on parle de parcs technologiques, on pense intuitivement à la R&D, à l'ingénierie, à l'innovation. Et dans ce cadre, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie, a mis en place une offre d'accompagnement aux projets innovants à travers le Fonds de soutien à l'innovation. Donc aujourd'hui, le Maroc, en résumé, propose une infrastructure de classe mondiale. On est top 1 en Afrique et donc avec des infrastructures de classe mondiale. Ouais. Et encore effectivement d'autres grands projets d'infrastructures qui sont en cours de développement. Quels sont les défis aujourd'hui, Madame Aïda Fatahi, justement sur la sous-traitance industrielle, les défis actuels et quelles sont les mesures justement prises pour les surmonter, ces défis? Alors aujourd'hui, les défis sont aussi nos pistes de développement. Donc aujourd'hui, nous avons des secteurs champions, mais si on fait un peu disons, le bilan de tous qui englobe tous les secteurs industriels, les dynamiques sont à disons, à différentes vitesses. Nous avons aussi le défi, bien sûr, d'augmenter la valeur ajoutée de nos produits manufacturés. Et donc, comme j'ai dit, donc, tous ces défis-là sont réellement des opportunités. Et au fait, c'est ce qui définit notre nouvelle stratégie industrielle, donc avec les orientations royales qui ont été partagées lors de la première journée nationale de l'industrie le 29 mars 2023, où Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a bien voulu donner ces hautes orientations pour se préparer pleinement à une nouvelle ère industrielle. Donc, pour inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers la notion de souveraineté et par la notion de souveraineté. Donc, disons les grands défis sont déjà définis aujourd'hui. Nous pouvons, donc bien sûr, le mot d'ordre, comme je l'ai dit, donc c'est la souveraineté. Donc la souveraineté au service de nos concitoyens, donc à travers la demande intérieure,
La souveraineté sur nos ressources pour mieux valoriser l'ensemble de nos territoires. Il y a l'enjeu d'un développement équitable de toutes les régions du Maroc et aussi la souveraineté technologique et stratégique pour renforcer l'intégration de nos chaînes de valeur dans les chaînes de valeur mondiales. Et donc, il y a un changement de paradigme aujourd'hui avec un fort ancrage au niveau des territoires, donc une nécessité de développer toutes les régions du Maroc, une nécessité de mettre en place une industrie plus innovante, une industrie décarbonée. Vous l'avez cité au début, donc c'est des enjeux importants. Il faut aussi être capable de mettre en place des mesures disruptives pour une amélioration encore, disons, plus agressive de la compétitivité de l'industrie nationale, que ce soit au niveau de l'énergie, du foncier, donc de tous les prérequis, du capital humain, c'est important. Alors, vous parlez de décarbonation, justement pour rebondir et parler de manière globale développement durable. C'est vrai que le développement durable s'invite également dans l'industrie automobile. On voit de plus en plus des tendances marcher et se diriger vers les voitures vertes. Est-ce que le Maroc aujourd'hui, et la plateforme marocaine est préparée à cette transition? Je dirais qu'elle y est déjà. L'industrie automobile, comme vous le savez, au Maroc est un secteur très important. C'est le premier secteur exportateur au Maroc. Donc, nous avons fini l'année 2023 avec plus de 140 milliards de dirhams en termes d'exportation. En termes d'emploi et en termes d'impact socio-économique, c'est une industrie importante qui pèse dans notre économie. Et à l'instar des autres métiers mondiaux du Maroc, et en particulier pour l'automobile, donc des mesures spécifiques ont accompagné le développement de cette industrie le long des 2 dernières décennies. Nous avons aujourd'hui une industrie solide, robuste, très compétitive, qui a démontré sa résilience, c'est important, qui a bien sûr démontré sa compétitivité, mais qui a surtout pris le virage donc des grandes mutations que connaît le secteur au niveau mondial. Et donc, par exemple, à titre d'exemple, vous avez parlé de voitures vertes, hybrides ou électriques ou autres, hein, ou hydrogène, pourquoi pas. Donc, on a tous eu le plaisir de suivre une activité royale donc avec l'accueil qui a été réservé au prototype de la voiture hydrogène, donc avec Monsieur Fawzi Najah. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que depuis quelques années déjà, nous produisons au Maroc des véhicules électriques. D'ailleurs, dans l'usine de Stellantis à Kenitra, les voitures, disons les petites voitures, donc la Citroën Ami, la Roxy, de mobilité, sont exclusivement fabriquées dans l'usine de Stellantis au Maroc. Et la tendance, les chiffres le démontrent, elles connaissent disons un succès important dans les marchés, c'est les principaux marchés européens et autres. Nous avons également, si vous avez un peu suivi les données qui ont été rendues publiques et d'autres ne sont pas encore publiques. Donc aujourd'hui, le Maroc a mis en place est en train de mettre en place son écosystème de batteries pour véhicules électriques. C'est un des prérequis pour réussir ce virage vers l'électrique et vers une mobilité verte. Donc nous y sommes. Nous sommes confiants vis-à-vis de l'avenir parce que nous avons plusieurs prérequis. D'abord, disons une terre d'investissement très propice au développement de l'industrie automobile,
une expertise que nous avons démontrée pour l'automobile et d'autres secteurs, pour l'aéronautique et d'autres secteurs technologiques. Bien sûr, des stratégies gouvernementales, on en a parlé au début de cette conférence, qui accompagnent les projets industriels et donc chaque fois apportent une réponse différenciée, une réponse aux contraintes rencontrées. Et en termes, disons, de cette valeur, de cette chaîne de valeur de la mobilité électrique, comme vous le savez, le Maroc a plusieurs matières premières, que ce soit le phosphate ou d'autres. Et donc, par rapport aux technologies qui sont aujourd'hui, disons, les plus connues, que ce soit par l'info technique, les batteries NMC ou les batteries LFP, donc sur les deux types de batteries, le Maroc a des matières premières, une expertise en termes de valorisation des matières premières, a signé des partenariats stratégiques pour la mise en place de projets industriels amont et aval dans cette chaîne de valeur, donc qui va jusqu'au recyclage des batteries, qui fait aussi partie de cette nouvelle démarche et nouveau paradigme de décarbonation, mobilité verte et autres. Monsieur Landry, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, Monsieur Landry. Je ne Merci, sais pas si Madame c'est... Aïda Fatih. Bien sûr, vous restez avec nous pour ce webinaire. Je rappelle, directrice des industries de l'automobile au ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous parlez de l'aéronautique, justement, on va en parler. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Chouya? Un peu mieux? Non, pas du tout? Un peu, Est-ce que là, maintenant, vous m'entendez? oui, oui. Ah, plus maintenant? Est-ce que là, maintenant, est-ce que Myriam Kabal, tiens, elle m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est avec vous, justement, qu'on va prendre le relais? Bonjour. Je ne sais pas Oui, si là je quelqu'un vous m'entend ou entends. pas. Là je vous entends, mais ça coupe de temps à autre. Bonjour à tous. Un tout petit peu? D'accord. Bon, en tout cas, je voulais remercier Madame Aïda Fatih. Vous restez bien sûr avec nous, hein, puisque vous êtes directrice des industries de l'automobile au ministère de l'Industrie et du Commerce. Là, vous m'entendez? Oui. Myriam Kabal, déjà, je vous salue. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire de la British. On vous entend également. En fait, il y a un tout petit décalage de 5 secondes, 6 secondes, donc on va essayer de faire avec, malheureusement. Ça arrive, à les aléas du direct. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce webinaire. J'appelle donc, vous êtes chef du département aéronautique et électronique au sein de l'AMDE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. J'avais une toute première question à vous poser. Quels sont aujourd'hui les secteurs de la sous-traitance industrielle que l'AMDE identifie comme étant les plus prometteurs pour les investisseurs du Maroc et pourquoi? Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, l'AMDI accompagne les différents partenaires, les différents acteurs publics et privés dans la promotion de l'offre de valeur Maroc. Je vais peut-être commencer par le pourquoi. Aujourd'hui, on a une offre de valeur qui est basée sur 6 axes, 6 piliers principaux. Donc, qui font du Maroc une plateforme de sous-traitance, de production compétitive de classe mondiale. Donc aujourd'hui, on a le premier pilier, c'est la qualité des infrastructures et ces écosystèmes de classe mondiale qu'on a pu développer. Le deuxième pilier, c'est l'accès rapide à un marché de consommateurs de plus de 2 milliards
d'un marché de plus de 2 milliards de consommateurs à travers les différents accords de libre-échange conclus par le Maroc avec plus d'une cinquantaine de pays. On a, et c'est parmi les piliers les plus importants, un capital humain donc motivé, dynamique, très diversifié et compétent, à même de soutenir la croissance de nos différents écosystèmes industriels et donc formés dans les différents instituts de formation dédiés sectoriels donc qui ont été donc instaurés pour accompagner la montée en compétences de nos ressources et dans les différentes universités et dans les différentes écoles d'ingénierie dans le royaume. Le quatrième pilier, c'est la stratégie, et ça a été évoqué, la stratégie de développement durable et de transition énergétique adoptée par le royaume, mais ce depuis plusieurs 2 décennies maintenant, où on a déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres pays concurrents, où le Maroc se positionne déjà comme leader dans la région en termes de transition énergétique, avec déjà plus de 38% de notre capacité de production d'énergie qui provient de sources renouvelables. On a donc aussi un environnement des affaires qui apporte une certaine efficacité d'exécution, une transparence et une facilitation de l'acte d'investir et d'amélioration continue du climat des affaires. Et le dernier pilier, et qui n'est pas des moindres, c'est la compétitivité des moyens de production, la compétitivité des coûts de production donc vis-à-vis d'autres plateformes donc internationales. Donc le Maroc, à travers son positionnement best cost, best value, donc se positionne comme partenaire de choix des principales industries, des principaux donneurs d'ordre internationaux qui sont à la recherche de capacités de production additionnelles pour faire face aux enjeux de montée en cadence, qui sont à la recherche de compétitivité, donc qui cherchent à améliorer la compétitivité de leur production et donc qui ont besoin de se positionner, s'appuyer sur donc des partenaires fiables donc sur donc à tous les niveaux, notamment donc sur les aspects qualité donc qui sont primordiaux. Donc c'est l'ensemble de ces 6 piliers qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est un partenaire de confiance, un partenaire de choix et qui fait que nous avons pu et nous continuons le développement et la promotion de nos écosystèmes industriels forts, résilients et compétitifs et qui présentent de nombreuses opportunités de croissance sur les années à venir. Donc, pour répondre, donc on a évoqué les cas de donc l'industrie automobile, donc avec Madame Fathi, donc un secteur extrêmement compétitif et donc avec des niveaux d'intégration locale très importants, donc qui dépassent la barre des 60%, donc plus de 65% de taux d'intégration locale. Donc, et c'est un facteur important qui permet de mesurer donc le niveau du contenu local, donc et donc la densité et la diversité des chaînes de valeur donc au niveau national. On a donc également le secteur aéronautique, donc qui a aussi connu une croissance moyenne de plus de 17% sur les dernières années et qui maintenant représente plus de 150 acteurs implantés avec un taux d'intégration, là encore, qui a augmenté, qui est sur les dernières années. Donc, entre 2014, l'année donc de lancement de la stratégie, le plan d'accélération industrielle, donc
où on avoisinait les 17% de taux d'intégration, qui a dépassé les 40% d'intégration locale à fin 2023. Et donc, ça, c'est le résultat. Donc, ça démontre la compétitivité de cette plateforme qui a su attirer de plus en plus de fournisseurs de rang 1, de rang 2, d'équipementiers qui ont développé de plus en plus d'activités, donc de capacités diversifiées, de plus en plus complexes localement, et c'était donc autour toujours de donneurs d'ordre et d'équipementiers de rang 1 qui sont là, et de constructeurs donc aéronautiques qui ont fait appel donc à ces acteurs-là, à ces fournisseurs-là, pour répondre à leurs enjeux de croissance, et qui ont su donc se développer et renforcer donc cette supply chain locale qui est de plus en plus dense et qui représente donc plus de 150 acteurs tout au long de la chaîne de valeur, donc sur des métiers qui sont très diversifiés. Donc, on a donc aujourd'hui, donc, et si on regarde les chiffres de l'Office d'échange là pour le premier trimestre, on est sur une hausse des exportations sur ces secteurs-là, que ce soit l'aéronautique avec une hausse de 13,7% par rapport à la même période de l'année dernière, une hausse des exportations automobiles avec plus de 13%. Donc, effectivement, tous les voyants sont au vert. Aujourd'hui, ces deux secteurs-là font face à des enjeux de compétitivité, des enjeux de décarbonation, des enjeux de reconfiguration des chaînes de valeur, des montées en cadence de production. Aujourd'hui, si on prend pour le secteur aéronautique, donc le carnet de commandes est plus de 40 000 avions à l'horizon 2041, donc qui sont attendus sur différents segments de l'aviation. Et aujourd'hui, les constructeurs et toute la supply chain connaît une forte pression pour répondre à ces carnets de commandes qui sont très importants. Et donc on a besoin aujourd'hui d'un partenaire comme le Maroc qui offre cette plateforme-là qui est compétitive, qui peut donc attirer encore donc de nouveaux arrivants, et qui peut s'appuyer sur toute la supply chain qui est extrêmement compétitive, qui est déjà basée localement et qui continue de croître et de se développer pour répondre justement à ces enjeux-là. Donc ça, c'est pour les deux secteurs donc qui sont hautement technologiques et forts en valeur ajoutée. Et bien sûr, d'autres secteurs aussi donc font l'objet d'efforts de promotion très importants et qui présentent des atouts très importants. Et on peut citer par exemple le secteur de l'industrie textile qui emploie donc qui représente quand même plus de 12% des exportations marocaines, avec un tissu très dense de sociétés, plus de 1200 sociétés installées, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards de dollars. Et donc plusieurs filières aussi, dans des filières hautement technologiques comme la production de textiles techniques localement, qui est aussi un écosystème qui est amené à se diversifier. Il y a aussi des enjeux de développement durable et de production durable. Et il y a une stratégie qui est aussi amenée donc est mise en place donc pour produire donc du textile durable, donc verdir cette industrie également, où le Maroc a un savoir-faire très important. L'industrie aussi, l'agro-industrie et les industries de la pêche aussi constitue un secteur donc qui a ses atouts et qui permet aussi de pouvoir positionner le Maroc comme partenaire clé et exportateur important à l'échelle mondiale. Le dernier secteur que je pourrais évoquer, ce serait le secteur de l'industrie pharmaceutique qui est amené également donc à se développer, où on a déjà des capacités de production locale de plus de 450 millions d'unités, et donc qui est identifié aussi par la nouvelle charte de l'investissement comme secteur à forte
qui présente des opportunités de croissance hyper importantes et qui offre donc de nouvelles opportunités d'investissement pour les différents partenaires, que ce soit locaux ou internationaux. Oui, on voit que la crise finalement a été un facteur de renouveau, de nouveauté et qu'on a beaucoup de secteurs en mutation, effectivement, notamment le secteur industriel du textile, vous l'avez dit. Vous parlez de la charte d'investissement, Myriam Kabadj. Justement, cette charte d'investissement, c'est une bonne nouvelle. Elle est effective depuis maintenant un peu plus d'un an. Elle était très attendue. C'est un élément qui peut permettre de séduire les investisseurs. Comment cette charte, justement, elle participe au développement des IDE, des investissements directs étrangers aujourd'hui et des exportations marocaines de manière globale? Très bien. C'est donc la charte de l'investissement est entrée en vigueur l'année dernière, début 2023, et donc elle est là. C'est un outil donc qui permet vraiment un dispositif qui permet d'améliorer le climat des affaires au Maroc, de contribuer donc à la création de l'emploi, création de la valeur ajoutée. Donc tout ça donc sous les hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donc où on a effectivement des objectifs stratégiques qui visent la création de plus de 500 000 emplois sur la période de 2022-2026 et à mobiliser plus de 550 milliards de dirhams d'investissement, avec donc des objectifs qui sont donc en premier lieu, bien sûr, comme je l'ai dit, la création d'emplois, mais également donc le développement des IDE, donc positionner donc le Maroc comme hub continental et international pour attirer des investissements directs étrangers, mais également donc elle a bien sûr d'autres objectifs intrinsèques qui sont de promouvoir donc des secteurs prioritaires, les métiers d'avenir et de montée en gamme des différents secteurs industriels. Donc à travers l'identification d'un certain nombre de filières et de métiers qui vont venir renforcer le tissu, les écosystèmes industriels au niveau national. Elle a aussi comme objectif de développer donc et de réduire et ça a été évoqué, donc réduire les disparités territoriales, donc dans le sens où des mesures incitatives dédiées ont été mises en place pour encourager l'investissement dans un certain nombre de provinces qui ont été identifiées, donc et divisées en deux catégories et qui bénéficient donc d'un niveau de soutien, de subvention d'investissement supplémentaire. Donc, un autre objectif est de renforcer donc l'intégration locale, donc avec aussi donc l'octroi de primes additionnelles pour encourager les projets, les porteurs de projets d'investissement qui vont recourir à la supply chain locale, à des fournisseurs qui sont implantés au Maroc. Et pour les secteurs industriels, on a fixé ce niveau-là à un taux d'intégration supérieur à 40%. Donc, pour encourager, donc à travers cette nouvelle charte et ce nouveau dispositif donc principal qui est entré en vigueur, d'encourager les porteurs de projets à identifier des fournisseurs implantés localement et dans le cadre de leur projet d'implantation. Un autre objectif est de développer et de promouvoir et encourager les entreprises et les investisseurs à toujours intégrer la dimension de développement durable dans leur business plan, dans leur stratégie, à travers là aussi des primes dédiées donc additionnelles pour les encourager à considérer ces aspects-là dans le cadre de leur implantation localement. On parle de critères obligatoires qui sont liés à la gestion de l'eau, au recyclage, à l'utilisation des eaux non conventionnelles, mais également à encourager les pratiques d'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables
au niveau des différents sites de production. Donc aujourd'hui, cette charte, elle vient donc avec ces objectifs-là. Elle apporte des mécanismes, des subventions directes qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement non plafonné, donc dans le cadre du dispositif principal qui, bien sûr, sous réserve de répondre aux différents critères d'éligibilité qui ont été mis en place pour le dispositif principal, mais en tout cas, elle apporte un niveau de soutien très important, beaucoup plus conséquent que les précédents régimes conventionnels qui étaient en place. Donc, en plus de bien sûr contribuer donc à travers tous ces objectifs et toutes les mesures qui sont mises en place à améliorer de façon significative le climat des affaires, à faciliter l'acte d'investir, à réduire par exemple pour bénéficier, avoir accès à ces subventions. Bien sûr, on a aussi à travers cette charte réduit le nombre de documents nécessaires, par exemple pour conclure une subvention d'investissement avec l'État, donc une convention d'investissement avec l'État. Donc c'est parmi les mesures, mais en tout cas et renforcer bien sûr la collaboration avec les partenaires privés, mettre l'accent sur et travailler ensemble pour mettre en place et renforcer les différents mécanismes de formation, l'offre de formation de manière générale. Donc, pour accompagner, faire converger l'ensemble de ces stratégies-là, de ces mesures-là, pour que ça converge vers la facilitation de l'acte d'investir, l'amélioration du climat et donc in fine le renforcement de la compétitivité de la plateforme marocaine à l'échelle internationale. Merim Kamadj, on a parlé durant ce webinaire pour l'instant effectivement de la décarbonation, c'est un enjeu pour le Maroc. Qu'en est-il de ce défi aujourd'hui? Comment l'NDE le gère justement et quelles sont les mesures peut-être prises ou les mesures de soutien, d'accompagnement? C'est vrai qu'aujourd'hui, les industriels marocaines prennent ce dossier à bras le corps puisque c'est un enjeu pour l'export. Effectivement, donc l'AMDI est au service des différents partenaires, pour accompagner et renforcer donc faciliter l'accès aux différents industriels, aux mesures qui existent pour leur permettre de réduire leur empreinte carbone, leur permettre d'accéder aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, à travers la charte, il y a cet encouragement-là. Donc, il y a cette mesure qui permet donc d'apporter donc des incitations supplémentaires aux différents projets d'investissement qui intègrent cette dimension-là dans leur business plan. Et aujourd'hui, donc, le Maroc a mis en place une panoplie de mesures, d'outils, de mécanismes de subvention qui viennent s'ajouter donc aux différentes primes qui existent dans le cadre du régime conventionnel. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent d'effectuer des audits de l'empreinte carbone, qui permettent d'avoir des subventions concernant l'acquisition des dispositifs d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, le Maroc est sur la bonne voie pour pouvoir tirer profit de toutes ces réserves et son potentiel de production d'énergie propre, d'énergie renouvelable, et donc de faire de la décarbonation non pas une menace, mais plus une opportunité pour pouvoir renforcer la compétitivité des acteurs basés au Maroc. Alors bien, Kabadj, vous savez
que j'aime tout ce qui est succès. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples de succès de collaboration entre l'ANDI et une entreprise étrangère dans le domaine de la sous-traitance? On peut penser à plusieurs, ça a été rappelé par exemple par ma collègue Madame Fathi, de très belles success stories dans le cadre de l'écosystème automobile. Donc on a deux OEM qui se sont installés et qui ont développé leur supply chain localement, qui ont su attirer un réseau de fournisseurs de rang 1 et de rang 2. C'est une belle success story. Si je prends le cas de l'industrie aéronautique, on peut évoquer par exemple le cas bien sûr le Maroc est un partenaire historique de grands constructeurs comme Airbus, Boeing, donc avec qui bien sûr on a un partenariat fort et donc qui continue de se renforcer à travers les différents accords donc de renforcement de partenariat et de sous-traitance et de renforcement de l'empreinte, leur présence localement. On peut citer aussi l'exemple de Safran également, qui est parmi les acteurs les plus importants, présents localement avec plusieurs sites de production sur différents segments d'activité et qui, à travers sa présence, aussi contribue à attirer de nouveaux fournisseurs qui viennent s'installer dans le cadre de cet écosystème-là. Donc, je peux pas citer juste une seule success story, mais vraiment il y en a plusieurs parce qu'il y a cette logique-là de travailler par écosystème, dans une logique d'un donneur d'ordre, donc qui va être la locomotive et qui va permettre d'attirer autour de lui toute sa supply chain et donc sur différents métiers avec des niveaux de complexité de plus en plus importants. On peut citer le cas du constructeur suisse Pilatus. Qui a aussi dans le cadre de sa stratégie donc d'identifier donc des fournisseurs pour la production de son l'avion le PC-12. C'est un avion donc d'affaires qui est aujourd'hui produit chez Sabca Maroc et cet appel d'offres, c'est un appel d'offres de niveau international où donc Pilatus était à la recherche d'un fournisseur qui serait à même de faire produire le fuselage du PC-12 et c'est ce fournisseur-là marocain qui a su gagner cet appel d'offres-là et pouvoir répondre dans les délais, dans le respect de la qualité à cette demande-là et qui aujourd'hui est un partenaire fiable et qui continue de se renforcer localement. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de sites. On peut citer aussi la collaboration avec Collins Aerospace aussi qui a qui développe son écosystème localement avec l'objectif de drainer plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires localement auprès de la supply chain. Le dernier à s'installer, à faire confiance aussi au Maroc, on peut citer c'est Pratt et Whitney Canada, qui développe son site de production localement et qui fera aussi appel à la supply chain locale pour répondre à la besoin de ce site, mais pas seulement, pour répondre aussi à la demande des différents sites au niveau international. Donc aujourd'hui, les principaux donneurs d'ordre, juste pour résumer, les principaux donneurs d'ordre ont conclu des accords avec le Maroc, soit directement, indirectement, soit donc indirectement à travers le développement de leur supply chain localement, comme c'est le cas par exemple pour Boeing, ou directement à travers l'implantation d'un site en propre pour renforcer leur capacité de production et leur compétitivité. Et le travail continue
de façon avec une collaboration donc très forte et très étroite avec le GIMAS ici présent, donc qui fédère l'ensemble des acteurs du secteur et donc avec qui on travaille de manière collégiale pour continuer à promouvoir la plateforme donc compétitive aéronautique marocaine qui offre encore de nouvelles, de très belles perspectives de croissance donc sur les années à venir et surtout dans ce contexte-là de très forte concurrence et d'augmentation des cadences de pression sur les cadences de production. Je ne vous entends pas. Myriam Kamal, chef du département aéronautique et électronique à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque dans quelques instants, on passera à la séance des questions et des réponses. Vous allez m'entendre, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit timing, je pense, de 8 secondes à 10 secondes. On va passer désormais la parole à Maria Filali. Vous parliez justement, Myriam Kamal, du GIMAS. Maria El Filali qui est avec nous. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Et on va passer en revue avec vous justement l'état des lieux, les mesures prises et les efforts entrepris pour développer ce secteur qui s'est développé à grande vitesse ces dernières années. Alors je crois que votre micro, en tout cas je le vois désactivé, si c'est possible juste de le réactiver. Et je vais en profiter pour poser ma première question. Mais d'abord, je ne résisterai pas à entendre votre voix et vous dire bonsoir avec un grand sourire. Merci, bonsoir. Le petit micro, je pense que vous avez un petit bouton sur votre droite qui vous permet de l'activer. Là, il est désactivé. Voilà, il est activé, je le vois, il me semble. Bonsoir, Maria Filali. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui? En décalage. Bonsoir. Alors, effectivement, depuis 25 ans, le secteur s'est développé à vitesse grand V. Aujourd'hui, dans la sous-traitance aéronautique, on a un petit décalage de 10 secondes. C'est effectivement un peu compliqué, aléa du direct. Donc, c'est un secteur, effectivement, qui s'est développé, la sous-traitance aéronautique, ces 25 dernières années, au Maroc, mais dans le monde. Quelle stratégie a défini le Maroc, justement, pour atteindre son objectif? Alors déjà, l'objectif du Maroc, il y a plus de 20 ans, 25 ans, hein, on peut marquer une date, c'est l'année 1999 qui a vu le démarrage ou l'enclenchement à proprement dit d'un secteur. D'ailleurs, il y a juste la semaine dernière, on a fêté les 25 ans de cette collaboration. Il s'agit de la joint venture entre Royal Air Maroc et Safran Aircraft Engine. Dans le temps, c'était SNECMA. Donc Royal Air Maroc a été très précurseur par le développement de la compagnie aérienne qui avait des techniciens et des mécaniciens qui avaient un savoir-faire. C'est à partir de là qu'on a pu développer en 1999 dans le cadre d'une JV avec Safran tout ce qui est maintenance et réparation des avions et moteurs. Donc ça a été cette première JV qui a amené Boeing et Royal Air Maroc, de Safran toujours, sur l'assemblage de harnais et de câblage. Hein. Donc c'est à partir de là que Safran a tout de suite vu l'intérêt du Maroc, enfin l'intérêt que le Maroc pouvait apporter à un groupe comme Safran, où des équipementiers dans le temps commençaient à subir des pressions de baisse de coûts de la part de Boeing et Airbus tous les ans. Donc tous les ans, on demandait une baisse de 5%, 10%, 15%. À un moment, ça devenait intenable pour la supply chain et les fournisseurs de continuer à être compétitifs et de livrer dans ces conditions. Donc c'est devenu presque vital de trouver un endroit qui pouvait permettre les meilleures conditions de compétitivité et de développement. C'est là où le Maroc, l'Europe de l'Est aussi, le Mexique et beaucoup de destinations ont émergé dans cette industrie. Et surtout, depuis l'accès à l'Union européenne des pays de l'Est, qui étaient les plus anciennement installés, on va dire, dans
cette industrie en tant que base de sous-traitance ou de suppliers. Donc, la stratégie, tout de suite, on a vu le potentiel et la capacité du Maroc à le faire. Et bien sûr, ça a été le plus important, à mon sens, c'était le fait qu'il y ait une vision au plus haut niveau du roi sur la longue durée, avec la mise en place d'une stratégie long terme qui permet les réalisations dans les secteurs aussi stratégiques à haute valeur ajoutée, comme l'aéronautique, ou même, on va dire, qui sont très denses et très exigeants, comme l'automobile. Et c'est ça l'avantage du Maroc par notre système politique, notre monarchie aussi, qui permet une certaine visibilité long terme, une stabilité. Donc, comme quel que soit le changement de gouvernement qu'il y a eu sur les différentes années, ça ne change rien à la stratégie qui est mise en place. Et au contraire, on ne va que dans l'amélioration et dans la correction sur l'acquis d'expérience qu'on a réalisé. Donc le partenariat aussi entre professionnels et l'État est très important parce que c'est le gage de confiance et l'investisseur a d'abord besoin de confiance. C'est le mot pour, à mon sens, le plus important. Et confiance, stabilité. Donc ces atouts-là, le Maroc, contrairement à beaucoup d'autres pays qui peuvent avoir d'autres avantages, a ces deux points qui sont très importants. D'accord? Donc, et depuis, des cabinets de très grand renommée avaient même déconseillé au Maroc de se lancer dans l'aéronautique. Ils disaient qu'on n'était pas capable, que c'est trop difficile, que ceci, que cela. Et pourtant, voilà aujourd'hui les résultats. C'est pas seulement le nombre qui compte, mais c'est surtout les équipements que nous sommes capables de faire. Et on a aussi vu que dans notre supply chain, plus de la moitié de ce que nous fabriquons ou assemblons est fait uniquement au Maroc. Ça veut dire en monosource ou single source. Ce qui signifie la fiabilité et la solidité en fait du dispositif en entier. Donc là, ça veut dire environnement des affaires bien géré, maîtrisé au niveau des douanes, des impôts. Ça veut dire le climat social au sein des usines, ce qui est très important. Nous sommes un pays de droit où nos travailleurs ont leurs droits, ont le droit au syndicat, mais ça se gère et il y a cette flexibilité dans l'esprit de collaboration entre l'entreprise et ses travailleurs qui reste un climat social sain et qui permet une certaine stabilité à long terme. Et aussi, bien sûr, tous les aspects logistiques et infrastructures. Ça veut dire être en mesure de répondre à tous ces besoins des entreprises dans le flux tendu de la production, dans les conditions nouvelles, d'exigences en qualité, en sécurité, parce que c'est un secteur quand même assez particulier où on n'a pas droit à l'erreur. Ça nécessite une traçabilité telle, et c'est ça qui est un peu fabuleux d'avoir un secteur comme l'aéronautique dans un pays émergent comme le Maroc, c'est que ça permet la mise en place de standards, d'éthique, de valeurs et de façons de travailler qui deviennent diffuses sur l'ensemble du secteur. Et ça, c'est tout l'environnement en fait marocain qui travaille en ce sens. Donc on apprend à nous mettre au diapason de ce qu'il y a de plus exigeant en termes de sécurité, de qualité, de technologie dans le monde. Donc, dans ce défi-là de stratégie, il était important, il y a 25 ans, de commencer à exister et montrer qu'on existe. Les premières success stories qu'il y a eu, les premiers investisseurs, donc il y a eu le pacte émergence qui a accompagné la mise en place d'infrastructures clés, mais tout de suite, il fallait communiquer. Et c'est là que l'AMDI et avant Maroc Export ont été un outil important, surtout pour notre secteur. Quand on va partout dans le monde, dans les salons, personne ne peut croire qu'au Maroc, on peut fabriquer des pièces aéronautiques. Donc pour cela, il fallait faire le tour du monde, rencontrer, inviter les acteurs. Oui. Oui, justement, est-ce que vous parlez d'infrastructures un instant aujourd'hui, quelles sont les infrastructures clés qui sont disponibles justement pour soutenir les activités de la sous-traitance industrielle? Alors, sous-traitance, moi j'aime bien le mot plutôt production industrielle et développement. On va déjà bien sûr la formation qui est très importante, mais la formation être en mesure de faire une formation de qualité dédiée. Donc, l'innovation qu'on a eue il y a plusieurs années, c'était que ça soit en gestion déléguée au GIMAS.
dans le secteur aéronautique. Dans l'automobile, c'est en gestion déléguée à l'AMICA. Donc, c'est les professionnels qui pilotent le centre de formation de manière à ce qu'ils soient au plus près des besoins quotidiens des entreprises et qui connaissent bien le métier aussi. Donc ça a été quelque chose d'assez exceptionnel que même des patrons de Boeing, Airbus sont venus. On dit dans d'autres pays, même chez nous, on n'a pas réussi à le faire. Et donc, quand l'investisseur décide de s'installer ou l'entreprise installée lance un besoin de 10, 15 personnes, nous sommes tout de suite capables de sélectionner pour elles, de recruter, de faire les tests d'évaluation du prérequis. Elles les rencontrent, on les met en formation pendant 6 à 9 mois. Et c'est une fois la formation terminée qu'ils commencent à être salariés au sein de l'entreprise. Et presque autonomes parce que c'est de l'alternance aussi. Et ça, c'est sur tous les métiers de l'industrie, que ce soit la chaudronnerie, l'usinage, mécanique de précision, l'assemblage, l'ajustage-montage, la peinture, la soudure. Donc, tout ce dont l'industrie a besoin. Bien sûr, aujourd'hui, notre défi, c'est d'aller encore plus loin, développer plus de formations en maintenance, réparation, parce que les mécaniciens sont très demandés, ils vont beaucoup à l'étranger. Nous sommes victimes un peu de notre succès, hein, donc beaucoup viennent prendre chez nous, au Canada, partout en Europe, nos techniciens des usines. Donc, on est en train de discuter avec les pays pour trouver un terrain d'entente et qu'on puisse former à la demande, mais tout en sécurisant le besoin pour les industriels marocains. L'autre, c'est aussi les infrastructures, bien sûr, de parcs industriels dédiés. C'est important qu'il y ait un environnement d'installation adéquat. Donc, nous avons plusieurs zones, que ce soit Tanger, Casa, qui sont destinées à des métiers spécifiques. Donc, Tanger Med, la TFZ, ça a été plus dédié automobile. Donc, il y a tout l'écosystème de la formation qui va avec. Nous, dans la région de Casablanca, nous sommes assez bien installés dans la région de Noisseur, avec 2 zones, celle de l'ONDA de la Technopole, mais aussi Midpark, qui est une zone d'accélération industrielle dédiée aux métiers connexes et aéronautiques à haute valeur ajoutée, et bien sûr la zone de Bouskoura et le Grand Casablanca. Donc ça, c'est les chantiers les plus importants pour accompagner l'activité industrielle des entreprises. Ouais. Donc on voit effectivement beaucoup d'efforts qui ont été entrepris, notamment dans la formation, et qui garantissent donc aujourd'hui une main-d'œuvre qualifiée et qui reste compétitive en 2024. Le Maroc occupe encore une place compétitive aujourd'hui dans le secteur aéronautique, dans la sous-traitance. Tout à fait. Alors nous, compétitivité, il ne faut pas non plus qu'on dorme sur nos lauriers. Et c'est ça qui est le plus important dans comment rester compétitif à terme. Tous les, tout, tous les ans, parce que quand on a investi beaucoup d'efforts dans l'aéronautique, nous sommes, après un tel développement, devenus un peu concurrents du Portugal et de l'Espagne, même moins de l'Europe de l'Est. Donc tous ces pays se mettent à jour en fonction de l'état des lieux de la concurrence à l'échelle mondiale. Et donc nous aussi, nous devons pousser plus loin notre offre compétitive, la réinventer, et c'est pour ça qu'on veut aller davantage sur de nouveaux écosystèmes qui ne sont pas encore assez développés, comme tout ce qui est maintenance, réparation, qui a un énorme potentiel pour le Maroc, sur l'ingénierie, où on a notre place à gagner compte tenu du fuseau horaire avec l'Europe, les États-Unis, le Canada, la langue. Donc il y a vraiment un potentiel assez incroyable de ce qui nous reste encore à développer. C'est-à-dire que si on devait voir le verre, je pense qu'on est à 30% du verre plein par rapport à tout le potentiel qu'on peut réellement avoir. Et bien sûr, pousser plus loin l'efficacité de nos mécanismes d'accompagnement, de financement, de formation, d'installation en zone industrielle. Le foncier doit être encore plus compétitif, ce qui n'est pas le cas par rapport à d'autres pays qui le sont davantage. Mais à la fin, ce qui reste, c'est un calcul qui s'appelle le coût horaire. Ce coût horaire, ça veut dire une pièce mécanique X qui est fabriquée ici en France ou ailleurs. Elle a le calcul des intrants, on met tous les coûts qui ont été compris dedans, ça veut dire l'investissement, bref, l'ensemble des coûts, à combien elle revient par heure. Et on est sur un rapport, un ratio, selon les écosystèmes, de 2 fois à 3 fois plus compétitif. Quand on réunit toutes les conditions. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'acteur, l'entreprise en France, aux États-Unis, qui fabriquait cette même pièce
dans les mêmes conditions de qualité, de délai, à $60, ça c'est pour les plus capitalistiques en termes de savoir-faire, au Maroc, on peut la faire à 30. Quand on est sur du $90 de l'heure, au Maroc, on peut être à 35, 40 sur de l'assemblage et autres. Donc, il y a ce gain énorme. Du coup, l'entreprise en France, aux États-Unis, est capable, quand il y a de nouveaux appels d'offres, de répondre avec le tarif au Maroc. Donc, elle devient plus compétitive de 10-15% par rapport à ses concurrents. Mais cette différence qu'elle a gagnée, elle l'investira où? Dans la technologie et l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Le job créé au Maroc a permis la création d'un job de qualité, d'innovation, de valeur ajoutée chez la maison mère. Et c'est ça qu'on appelle le co-développement ou la colocalisation compétitive. Nous ne sommes pas dans la délocalisation. Et dans la stratégie, il y a 25 ans, on a bien vu ça venir. Nous ne vendons pas le Maroc pour pas cher. Non, on attire les entreprises qui ont un projet de développement de nouveaux produits, de nouvelles lignes de production. Nous ne finançons pas, nous ne subventionnons pas, ne donnons pas de subventions à des machines existantes, à des programmes existants. Nous aimons financer l'avenir quelque part. Et c'est pour ça qu'on a investi, qu'on a des entreprises de très grande qualité qui sont encore meilleures que dans d'autres endroits dans le monde, dans le composite, dans les systèmes électriques et l'avionique, dans des choses assez poussées, incroyables, qui ne se passent même pas au niveau des groupes. Marielle Filali, je vous pose la dernière question, la question 1 million de dirhams. À quand un avion 100% marocain? Alors, c'est une question, je pense que c'est la question On la y est plus loin ou on s'y sensationnelle approche, tout doucement? c'est la question la plus sensationnelle dans notre secteur, forcément. Et parce que déjà, le secteur est assez passionnant, inspirant. Donc forcément, quand on voit les réalisations qu'on a été capable de faire, on se dit pourquoi ne pas aller plus loin et fabriquer un avion marocain. Maintenant, pour nous, en tant qu'industriels, c'est pas vraiment la fin en soi. Le plus important, c'est de pouvoir faire l'ensemble ou le plus possible de parties d'un avion dans le pays. Parce que c'est ça qui comprend la valeur ajoutée. Un assembleur comme Boeing ou Airbus, ben 70-80% même de la valeur est ailleurs. Ils achètent chez Safran, chez Collins, chez Liebherr. Collins est même plus grand que Boeing, qui a un équipementier. Donc, on est dans une dimension, quand on voit la profondeur dans la production, où le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de programme et d'équipement. Ensuite, la question de l'assemblage, moi je pense que c'était plus l'assemblage d'un avion complet, ça veut dire ne rien manquer dans la chaîne de montage ou de savoir-faire qui aurait pu être installé au Maroc. Mais pour l'anecdote, le Japon qui était anciennement dans l'aéronautique, après la guerre c'était compliqué. Et juste après, donc récemment, donc ils ont quand même tenté de revenir dans le secteur aéronautique avec le MRJ, le Mitsubishi Learjet, qui a été un avion qu'ils ont essayé bien sûr de commercialiser, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, ils essaient de le redynamiser en injectant 24 milliards de dollars, sachant qu'il y a un concept d'avion qui n'existe. Donc c'est des décisions très coûteuses, très importantes. Le Brésil l'a fait, pourquoi pas le Maroc, mais ça prend vraiment une vision long terme et un engagement sans faille, bien sûr. Mais le plus important, c'est que déjà d'enrichir autant que possible nos capacités et nos capacités. Mais bien sûr, les États, dans le registre de la souveraineté. Merci beaucoup, Marielle Filali. Voilà, c'est ça. Oui. Ce que je voulais dire, les États et les Merci beaucoup, gouvernements Marielle Filali, je rappelle directrice générale. Oui, prennent à cœur cette nécessité de pouvoir vraiment développer ses propres équipements, leurs propres trains, ce qui est une bonne chose parce que rien n'est inaccessible, encore moins pour nous qui sommes déjà présents dans le secteur. Marielle Filali, directrice générale du GIMAS, le groupement des industriels marocains, aéronautiques et spatiales. Merci beaucoup. Je sais que vous devez partir parce que vous avez une urgence.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire avec nous. On va donner la parole dans quelques instants à Wassim Benzarti. Et puis, je rappelle que, bien évidemment, vous pouvez continuer à poser vos questions dès maintenant, puisque dans quelques minutes, on posera vos questions à nos différents panélistes. Merci, Marianne Filali. À très bientôt Merci. avec la Chambre britannique de commerce et d'industrie. Wassim Benzarti qui est donc avec nous et on va aborder cette fois-ci la thématique juridique, parce que c'est vrai que c'est effectivement un sujet important quand on est sous-traitant, qu'on souhaite venir se développer ici au Maroc. Bonsoir, monsieur Wassim Benzarti. Bonsoir, bonsoir, monsieur Landry. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Chambre britannique. Je précise que vous êtes donc avocat à Paris et managing partner chez Westfield Marocco. On va voir avec vous les enjeux justement juridiques aujourd'hui en 2024 quand on est une entreprise étrangère notamment et qu'on souhaite venir au Maroc effectuer de la sous-traitance. Quelles sont les conditions d'établissement, quelles sont également les exigences, comment naviguer dans ce monde-là. D'abord peut-être un point sur la propriété industrielle. Comment aujourd'hui le système juridique marocain traite-t-il des questions de propriété industrielle? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, en effet, cette première question est importante. Donner un état des lieux aujourd'hui de la protection industrielle, c'est très important pour des investisseurs qui, avant de venir au Maroc, se posent beaucoup de questions sur la protection de leur marque, de leurs brevets, de leurs dessins, modèles et de leur origine géographique, qui sont un peu les composantes de la propriété industrielle. Alors, et surtout que le Maroc a effectivement enfin, dans les années précédentes, avait une mauvaise image d'un pays de la contrefaçon. Donc, beaucoup de gens se posent des questions et c'est très important effectivement de faire ce webinaire et expliquer que cette image un peu du Maroc, un peu paradis de la contrefaçon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je rappelle pour donner des faits précis, le 22 février 2024, la Chambre de commerce américaine a publié un classement international des pays sur la protection industrielle et le Maroc était classé premier dans les pays arabes et en Afrique. Il a eu une moyenne de 60, alors que les pays africains et du Moyen-Orient sont à 40. Et ce classement, il s'intéresse non seulement au corpus législatif, mais aussi à l'importance en anglais on dit enforce, à l'importance d'exécuter ces décisions juridiques. Et donc le Maroc a un corpus de protection qu'il faut rappeler à tout investisseur qui souhaite s'implanter au travers de la loi 1797 qui a été votée donc dans les années 97 et qui a été renforcée à 2 reprises par le législateur en 2006 et 2014. Donc on a eu deux renforcements de cette loi qui sont venus par exemple, la loi de 2006 est venue étendre la protection aux marques olfactives et sonores. Elle a créé la possibilité de faire des oppositions, que j'expliquerai un petit peu plus tard, qui sont des mécanismes très efficaces pour protéger vos marques. La protection des indications géographiques. Donc, les indications géographiques, c'est par exemple la plus célèbre étant le champagne, qui est une indication géographique. Créer des mesures aux frontières pour éviter que des produits contrefaits puissent rentrer sur le territoire. La loi en 2014 a étendu aussi la protection aux produits pharmaceutiques, s'est intéressée aux inventions des salariés et s'est intéressée aux marques de services et collectifs. Donc, nous avons un vrai corpus législatif au Maroc et aussi un arsenal répressif. Ça aussi, c'est très important. Et je peux vous donner quelques détails si vous le souhaitez pour montrer comment le Maroc a souhaité renforcer cet arsenal répressif et changer cette image de pays où on peut trouver de la contrefaçon, etc. Par exemple, vous savez qu'en contrefaçon, il y a trois sanctions qui sont possibles. La sanction civile, elle était de 5 000 à 25 000 dirhams. Avec ces renforcements de la loi, on est passé de 50 000 à 500 000 dirhams. Donc, on a multiplié par 10 et par 20 les sanctions civiles. Les sanctions pénales ont été de 2 à 6 mois avant la réforme. Effectivement. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je réagissais effectivement à ces sanctions civiles qui ont largement augmenté.
Exactement. Et on a augmenté aussi les sanctions pénales. Donc avant, on risquait de 2 à 6 mois de prison ferme, de 50 000 à 500 000 dirhams. Aujourd'hui, on risque de 3 mois à 1 an de prison et de 100 000 à 1 million de dirhams en cas de contrefaçon. Plus la dernière composante de cet arsenal répressif, c'est les pénalités douanières. C'est-à-dire qu'au niveau de la douane, si vous importez des produits contrefaits ou qui ne respectent pas la propriété industrielle, vous payez 3 fois le montant des droits et taxes. Donc, il y a un vrai arsenal répressif et il y a un système vraiment juridique qui est en place. Voilà, pour répondre à votre question. Quels sont aujourd'hui, Wassim Benzarti, les processus et les exigences réglementaires aujourd'hui pour des établissements qui souhaitent s'établir dans la sous-traitance au Maroc? D'accord. Effectivement, donc avant de décider de sous-traiter au Maroc, ce qu'on peut conseiller à un investisseur, c'est des mesures de 2 types. D'abord, des mesures contractuelles que je vais développer plus tard, mais tout d'abord, des protections de votre propriété industrielle. Comment protéger sa propriété industrielle? Simplement, vous enregistrez vos marques, vos brevets, vos dessins et modèles industriels et vos indications géographiques, soit localement auprès de l'OMPIC, qui est l'autorité marocaine de la propriété intellectuelle, soit vous pouvez même le faire à l'échelle internationale et viser le Maroc comme pays. Il y a 2 stratégies et souvent les clients se posent cette question, mais les 2 sont valables. Vous pouvez protéger donc vos marques, brevets, etc., soit localement au Maroc, et ça va éviter que votre sous-traitant puisse contrefaire vos produits ou utiliser votre marque ou bien utiliser votre indication géographique, ou le faire à l'échelle internationale et viser le Maroc comme pays. Donc ça, c'est un peu technique, mais voilà les deux stratégies. Ensuite, il faut absolument déposer tous les ans à la douane votre produit. Et puis les douanes, elles ont un système d'alerte qui vont vous alerter à chaque fois qu'un produit contrefait va être importé ou exporté, et donc vous recevez des alertes. C'était une protection très utile pour les investisseurs étrangers, et on le recommande vivement. Ensuite, il faut faire de la surveillance. Ça aussi, ça prend du temps et ça prend ça prend de l'énergie d'un cabinet conseil ou juridique, mais il faut de la surveillance quotidienne ou mensuelle en tout cas, des marques, mais aussi des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux aussi, on peut traquer des atteintes à la propriété industrielle. Ensuite, contractuellement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais signer bien sûr un contrat avec votre sous-traitant industriel, dans lequel il faut qu'il y ait une clause de confidentialité, qui est un peu le b.a.-ba contractuel, une clause de confidentialité qui doit être large, couvrir tout type d'échange avec votre sous-traitant, mais aussi avoir une durée suffisamment longue, et prévoir la destruction des éléments une fois que la relation contractuelle est finie, qui vous prouve qu'il a détruit les échanges. Ensuite, il faut prévoir des licences aussi, le cas échéant. Si vous avez des inventions technologiques qui vont être utilisées par votre sous-traitant, il faudra prévoir une clause de licence très très important, et une clause IP bien sûr, où on peut même demander au sous-traitant d'agir très vite s'il lui-même est confronté à une atteinte à votre propriété intellectuelle. Donc le sous-traitant devient quelque part, grâce à cette clause, votre allié dans le marché, etc. Donc il y a pas mal de mécanismes à utiliser pour un investisseur qui veut se protéger au Maroc, dans le cas de la sous-traitance. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Wassim Benzarti, si ça se passe mal? Si, imaginons, un partenaire de la sous-traitance me copie, comment naviguer justement dans les eaux troubles Oui. dans le système juridique marocain si j'ai une difficulté ou une problématique? Alors tout à fait, bien entendu, il peut y arriver des cas, et même si le Maroc protège la propriété industrielle, il peut y arriver des cas où vous êtes face à un sous-traitant de mauvaise foi ou malveillant. Dans ce cas, vous avez encore là un arsenal à votre disposition qui vous permet de faire respecter vos droits de propriété industrielle. L'arsenal le plus simple et le plus efficace, c'est l'opposition. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Chaque fois qu'une marque, par exemple, est enregistrée, il y a un délai d'opposition. Donc, c'est pour ça que la surveillance est très importante. Vous faites de la surveillance, vous voyez qu'un brevet, par exemple, est très proche d'un de vos brevets, vous utilisez le mécanisme d'opposition et ce mécanisme, son intérêt, c'est vous n'allez pas devant le tribunal, c'est l'OMPIC
qui va en fait vous donner l'occasion de défendre votre cas, et donc c'est des mécanismes qui sont préalables au tribunal et qui sont intéressants. Ensuite, si jamais vous, malheureusement, l'opposition soit n'a pas été fructueuse, vous avez dépassé les délais, vous pouvez toujours aller au tribunal et vous avez plusieurs actions au niveau du tribunal. La première, c'est l'action de revendication de propriété. Vous allez devant le tribunal, vous expliquez que ce brevet, cette marque, cette indication géographique est la vôtre, vous donnez les preuves, et devant le juge, vous revendiquez la propriété de cette propriété industrielle. Vous pouvez faire l'action en nullité également, c'est une autre action qui est ouverte, où vous allez annuler en fait un dépôt de marque ou un droit de propriété industrielle d'une personne qui a violé votre propriété industrielle. Vous prouvez sa nullité. Vous pouvez faire l'action en contrefaçon aussi devant la juridiction répressive ou commerciale. Donc vous pouvez aussi aller devant le tribunal, devant une juridiction répressive, comme je l'ai rappelé, puisqu'il y a aussi des sanctions pénales, donc emprisonnement et des peines et des amendes. Enfin, une action intéressante, c'est l'action en concurrence déloyale, puisque l'atteinte à la propriété industrielle, c'est une forme d'action en concurrence déloyale, et cette action-là est beaucoup plus large, et son intérêt, c'est que parfois, vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes le titulaire, par exemple, d'une marque ou d'un brevet, parce que vous ne l'avez pas déposé, mais cette action-là va quand même pouvoir être déclenchée, parce que son scope est beaucoup plus large, et même les dommages et intérêts qu'on peut demander sont plus importants. Donc voilà un petit peu un topo sur les possibilités en cas de violation des droits de propriété industrielle. Merci Wassim Benzarti. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et managing partner chez Westfield Marocco. On va passer justement aux séances des questions. Il y a des questions qui vous sont adressées, d'autres à nos autres panélistes, notamment à Myriam Kebaj, et qui rejoint la thématique qu'on abordait. Alors justement, j'en profite, Myriam Kebaj, pour poser la question de Lina, qui nous demande comment rendre aujourd'hui la relation pérenne entre le sous-traitant et son donneur d'ordre étranger. Dans cette relation aujourd'hui, comment la rendre pérenne selon vous? Très bien, donc c'est une bonne question. Bon, aujourd'hui, c'est déjà le cas pour la plupart des fournisseurs qui sont installés ici et qui ont donc déjà fait preuve donc de qualité, de respect des délais de livraison, de coûts compétitifs. Donc c'est les trois ingrédients importants. Donc la qualité, les délais et les coûts. Donc aujourd'hui, un fournisseur qui arrive à combiner ces trois facteurs a toutes ses chances pour pouvoir donc pérenniser sa relation avec les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, tout dépend des types de contrats, mais en tout cas, il y a des processus de qualification rigoureux qui sont entrepris donc en amont. Il faut savoir que c'est le processus de sélection d'un nouveau fournisseur est très très fastidieux. Donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour certains cas, tout dépend donc du work package qui sera donc déployé. Mais en tout cas, le processus en amont est très rigoureux. Donc, si le fournisseur arrive à être référencé et qualifié auprès du donneur d'ordre et qu'il respecte toutes les exigences de qualité et donc les différents facteurs que j'ai cités, il sera certainement amené à développer cette relation. Tout dépend, bien sûr. Il y a des fois on peut mettre des donneurs d'ordre qui mettent en place des LTA, des long-term agreements, donc qui vont définir donc la durée de la relation. Souvent, c'est en relation avec la durée de vie du programme. Donc, en tout cas, et puis il y a des audits répétitifs. Il y a plusieurs de nos fournisseurs d'ailleurs se sont vus octroyer des awards, des récompenses de qualité, pour justement renforcer et témoigner de la qualité de leur production et de témoigner de la satisfaction du client, donc de ces fournisseurs-là. Donc beaucoup aujourd'hui, et ça a été rappelé par le GIMAS, beaucoup sont en single
seule source sur certains programmes. Donc, ça démontre la qualité, le niveau de confiance qui est octroyé par le donneur d'ordre à ses fournisseurs. Donc, aujourd'hui, c'est dans l'industrie aéronautique, par exemple, c'est vraiment des niveaux d'exigence extrêmement pointus. Et donc, il y a des processus d'amélioration de la qualité en continu qui se mettent en place, des pratiques qui visent l'excellence opérationnelle et qui visent donc l'amélioration continue de la qualité de la production, des processus de production et qui vont donc venir contribuer à l'installation de cette relation pérenne avec les différents donneurs d'ordre. Wassim Benzarti, on a une question de Mohamed sur justement les assouplissements juridiques et institutionnels. La sous-traitance en a bénéficié ici au Maroc de cet assouplissement juridique et institutionnel ces dernières années? Est-ce que vous voyez effectivement des révolutions, notamment sur l'aspect civil, sur l'aspect sanctions, pardon, civil et pénal? Ah oui, oui, oui. Alors, moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, le Maroc a renforcé son arsenal répressif et puis s'est aligné sur les standards internationaux pour la protection de la propriété industrielle. Et naturellement, quand on est un pays qui protège la propriété industrielle et naturellement, vous allez attirer plus d'investisseurs et donc ça va développer la sous-traitance industrielle. Pour moi, ce sont deux choses qui vont de pair. L'environnement juridique est clairement un élément déterminant pour favoriser la sous-traitance industrielle. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais Oui, non, non, si vous répondez. Alors, il y avait une autre question justement de Nabil qui se demandait quand est-ce que ces renforcements de mesures ont vu le jour et si elles sont bien appliquées. Je pense que tout à l'heure, vous évoquiez ce fameux classement international qui a été fait, qui mesurait la performance du Maroc comme le premier pays aujourd'hui en termes de sécurité juridique donné à la sous-traitance. Ça, c'est un gage qui est de plus en plus connu dans le monde de la sous-traitance, vous pensez? Et dans le monde juridique, en tout cas, des grands donneurs d'ordre qui visent le Maroc. On voit le Maroc comme de plus en plus sûr juridiquement comme pays en Afrique et dans la région MENA. non, je pense que le Maroc gagnerait plus à communiquer sur ce volet un peu juridique d'environnement juridique favorable, parce que je ne pense pas que ce soit malheureusement très très connu ce type de classement qui date de février 2024 mériterait qu'on communique davantage et pour rassurer bien sûr les investisseurs. Et donc oui, ce classement-là, comme je le disais, oui, il mesure aussi vraiment d'un point de vue concret, est-ce que les droits de propriété industrielle sont respectés sur le terrain? Donc, je pense qu'il a une certaine crédibilité. Il est fait par la Chambre de commerce américaine. C'est un classement international. Donc oui, je pense qu'il y a qu'aujourd'hui il y a un changement un peu de paradigme sur ces sujets et qu'il faudrait davantage communiquer là-dessus. Najem Kemal, c'est aussi votre point de vue en termes de communication, notamment justement, une enquête comme celle-ci, elle mériterait d'être davantage peut-être communiquée. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un point important qui gagnerait d'être mis en avant dans l'ensemble des outils de communication. Donc de Morocco Now, donc qui est la marque sous laquelle nous déployons la promotion du Maroc comme plateforme compétitive. Donc c'est vrai qu'on rappelle souvent la Oui. protection, les différents accords de protection des investissements conclus par le Maroc, les différents accords de non-double apposition, les différents accords de libre-échange, mais effectivement sur ce point-là est très important et donc le sujet a été bien adressé par Monsieur Benzarti. Alors, je crois qu'on a Madame Aïda Fiataï qui est également avec nous.
directrice des industries de l'automobile au ministère de l'Industrie et du Commerce. On a beaucoup de questions encore, mais peut-être que je vais en prendre 2-3 pour conclure avec une question pour vous, Madame Aïda Fati. Question de Soraya, qui se pose la question suivante. Elle dit: la qualité des infrastructures d'accueil industriel et les avantages fiscaux offerts par le Maroc sont-ils aujourd'hui plus que jamais déterminants pour le renforcement de son attractivité pour les entreprises industrielles? Ils sont importants, ils sont importants, effectivement, puisque ils font partie de la proposition de valeur de tout pays qui souhaite attirer des investissements sur son sol. Mais le plus important, et ça a été évoqué par les différents intervenants, c'est la proposition de valeur globale, pas seulement infrastructure ou coût de la main-d'œuvre ou autre. C'est tout cet effort, toute cette construction qui a eu lieu depuis au moins 2 décennies, sinon plus, euh, une action, disons, convergente, concertée. On a tendance à le dire sur le terrain, une team Maroc qui a les mêmes objectifs, que ce soit du côté du gouvernement ou du secteur privé. C'est cette vision d'ensemble, cette vision commune avec des objectifs communs, avec un déploiement sur le long terme qui sont, je pense, la clé de la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine. Alors peut-être une dernière question qui nous est posée par Mohamed. Pour vous, Myriam Kabaj, sur les zones d'accélération industrielle et les clusters, ce sont des éléments qui influent aujourd'hui dans le choix de la localisation des investissements directs étrangers? Bien sûr, donc là, Aïda ça Fati, vous reste pouvez aussi répondre si vous le souhaitez. Hein. Ça reste un critère déterminant, mais effectivement qui fait partie d'un ensemble de critères qui vont définir donc le choix donc et la décision finale donc en termes de choix d'une sélection d'une destination d'implantation. Mais effectivement, cette question est cruciale et aujourd'hui on a des zones d'accélération industrielle qui sont dédiées donc à certains secteurs. Donc il y a eu cette démarche-là de créer ce foncier sectoriel, donc et qui va concentrer, par exemple pour toujours revenir sur l'aéronautique, on a les 2 zones, donc la technopole de l'aéropole de Noisseur et la zone Mid-Park sont les 2 qui sont dédiés à l'industrie aéronautique et qui vont venir donc qui sont dans la province, au niveau de la province de Noisseur et qui vont rassembler la majorité des acteurs dans le secteur. Ça ne nous empêche pas d'avoir aussi d'autres zones qui sont multisectorielles et qui vont aussi avoir leurs atouts et qui vont chacune, selon ses spécificités, répondre aux exigences et aux besoins des différents investisseurs. De par tout va dépendre aussi de leur modèle. Est-ce que la cible finale, le marché final va être le marché local marocain ou bien si on est plus orienté vers une production qui est destinée à l'export, où là, donc, on va choisir des zones qui vont nous offrir des avantages donc, adéquats. Donc, tout dépend du positionnement. Et donc, chaque zone va venir offrir un certain nombre d'avantages. Et donc, on aide donc l'investisseur à orienter donc en fonction de ses critères de sélection. Donc, ça fait partie donc de notre champ d'intervention où on va essayer de lui vraiment fournir une idée précise sur les différentes options qui s'offrent à lui et l'idée à donc établir un choix final qui lui correspond. Peut-être, si vous permettez, Monsieur Landry, pour compléter la réponse de Madame Qbej, ce qui est important par rapport à la proposition de valeur des zones industrielles, qu'elles soient zones industrielles ou zones d'accélération industrielle, et donc qu'elles soient plutôt dédiées pour abriter des industriels qui répondent à une demande locale ou à l'export pour les zones d'accélération industrielle,
c'est le time to market, ce qui est le plus important, puisque sur ces zones, la complétude de l'offre qu'elles mettent en place en termes de fluidité des procédures, en termes de connexion à la logistique, de services logistiques, le permitting, donc c'est des procédures unifiées avec toutes les parties prenantes. Donc c'est ce temps gagné et c'est ce qui est important. C'est-à-dire que l'industriel vient et se concentre sur son métier. Tout le reste est pris en charge. Et c'est ce qui est important dans cette proposition de valeur. On ne vous entend pas, Monsieur Landry. On vous entend pas. On va peut-être terminer par une dernière question parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Une question pour vous, Maître Wassim Menzarti, sur justement les points forts, les points faibles, pardon, et donc à améliorer au niveau justement du juridique sur la propriété industrielle. S'il y avait peut-être un point faible. Je crois qu'on a un petit décalage. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, je vous entends, oui. Je vous entends, oui. Alors, les points forts, je pense, du Maroc, c'est qu'il a adhéré à un certain nombre de traités internationaux en la matière et il se positionne aujourd'hui comme un pays qui veut atteindre le niveau des pays avancés sur le sujet. Et il y a une réelle progression, donc je pense que c'est encourageant. Le point faible, pardon, ce serait effectivement tout le volet de la réforme de la justice pour permettre que la justice vraiment étatique soit plus efficace, plus technique, plus sophistiquée pour gérer des questions de propriété intellectuelle. C'est vrai que parfois au Maroc, c'est un peu compliqué pour des questions techniques, de brevets. Donc, je dirais plus de formation pour ce volet-là ou avoir peut-être des cours arbitrales spécialisés. Certains investisseurs se soumettent volontiers à l'arbitrage, donc développer peut-être le volet tribunal arbitral. En tout cas, on voit qu'effectivement le Maroc a fait un pas de géant et que ce pas de géant ne cesse de grandir dans le développement de la sous-traitance au Maroc et dans le développement du secteur de l'industrie. Je le disais tout à l'heure, peut-être la barre des 500 milliards d'exportations atteinte dès la fin de l'année 2024. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci Madame Aïda Fati, je rappelle directrice des industries de l'automobile au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Madame Myriam Kabadj, chef du département aéronautique et électronique à l'AMDE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci Maître Wassim Menzarti, avocat au barreau de Paris. Vous êtes managing partner chez Westfield Marocco. Et merci également à Maria Filali, directrice générale du GIMAS qui était avec nous tout à l'heure, le GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Merci également à nos partenaires. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgecham. Excellente soirée. Merci, excellente soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde.